Écoute-moi bien. À cet instant précis, tu es en train de perdre une bataille invisible. Une guerre que tu ne sais même pas que tu mènes. Et cette guerre, elle se déroule dans ta propre tête. Combien de fois cette semaine as-tu senti ton cœur s'emballer pour quelque chose d'insignifiant? Combien de fois une simple phrase t'a gâché toute une journée? Combien de nuits as-tu passé à ressasser des conversations, des situations, des scénarios qui n'existent même pas? Je vais te révéler quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas défaillant. Tu es simplement non entraîné. Ton esprit est comme un muscle que personne ne t'a jamais appris à développer. Imagine un boxeur qui monterait sur le ring sans jamais avoir fait un seul entraînement. C'est exactement ce que tu fais chaque jour avec tes émotions. Tu les affrontes sans préparation, sans stratégie, sans défense. Mais aujourd'hui, tout change. Ce que je vais partager avec toi dans les prochaines minutes n'est pas une théorie motivationnelle qui te fera sentir bien pendant quelques heures avant de retomber dans tes vieilles habitudes. Non. C'est un système de combat mental forgé il y a plus de 2000 ans par des hommes qui ont affronté des épreuves que tu ne peux même pas imaginer. Des philosophes qui ont été emprisonnés, exilés, persécutés, des empereurs qui dirigeaient des millions de personnes tout en gardant leur âme intacte, des esclaves qui ont trouvé la liberté absolue dans les chaînes. Ils ont découvert quelque chose de révolutionnaire. La vraie force n'est pas physique, elle est mentale, émotionnelle, spirituelle. Et si je te disais que dans moins d'une heure, tu vas posséder les clés de cette force, que tu vas apprendre à transformer chaque coup dur en tremplin, chaque critique en combustible, chaque échec en leçon, reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir va littéralement recabler ton cerveau. La souffrance silencieuse. Laisse-moi te peindre un tableau. C'est lundi matin. Tu te réveilles déjà épuisé. Avant même d'ouvrir les yeux, les pensées affluent. Cette présentation au travail, ce conflit non résolu, ces factures qui s'accumulent, ce message auquel tu n'as pas répondu. Tu te lèves, tu consultes ton téléphone, une notification. Quelqu'un a commenté quelque chose de déplaisant sur ton post d'hier. Boum. Ton humeur chute instantanément. Tu arrives au travail. Ton collègue te lance un regard bizarre. Toute la journée, tu vas te demander ce que ça signifie. Toute la journée, ton esprit va tourner en boucle sur cette interaction de 3 secondes. Le soir, tu rentres chez toi. Tu voulais être productif, travailler sur tes projets, avancer vers tes rêves. Mais tu es vidé. Mentalement, émotionnellement, physiquement, pas par le travail, mais par l'épuisement d'avoir lutté toute la journée contre tes propres pensées. Tu te couches en te disant « demain sera différent ». Mais demain ressemble étrangement à aujourd'hui. Et après-demain aussi. C'est un cycle, un piège. Et la pire partie? Tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais pas comment en sortir. Voilà la réalité brutale. La plupart des gens vivent leur vie entière comme des otages de leurs émotions. Ils réagissent au lieu d'agir. Ils subissent au lieu de créer. Ils sont ballottés comme des feuilles dans le vent, pensant qu'ils n'ont aucun contrôle. Mais il y a une autre voie. La découverte antique. Il y a plus de 2 millénaires, dans la Grèce antique, un philosophe nommé Zénon a eu une révélation qui allait changer l'histoire de la pensée humaine. Après avoir perdu tous ses biens dans un naufrage, ruiné et désespéré, il s'est retrouvé dans une librairie d'Athènes. Là, il a découvert les enseignements de Socrate. Et quelque chose s'est déclenché en lui. Il a réalisé que sa vraie richesse n'avait jamais été dans ses possessions,
Elle était dans sa capacité à choisir sa réponse face aux événements. C'est ainsi qu'est né le stoïcisme. Cette philosophie n'était pas conçue pour les salons intellectuels ou les débats académiques. Elle était forgée dans le feu de l'adversité, pour les soldats sur les champs de bataille, pour les leaders face aux crises, pour les hommes et femmes ordinaires confrontés aux tragédies de la vie. Épictète, né esclave, a passé des années enchaînées. Son maître lui a même brisé la jambe par cruauté. Pourtant, il est devenu l'un des plus grands enseignants de liberté mentale de tous les temps. Comment? En comprenant que même si son corps était enchaîné, son esprit restait libre. Marc Aurèle, empereur de Rome, le dirigeant le plus puissant du monde à son époque, écrivait chaque soir dans son journal personnel, pas pour la postérité, pour lui-même, pour se rappeler comment rester humble, sage et maître de lui-même face au pouvoir absolu. Sénèque, conseiller de Néron, l'un des empereurs les plus tyranniques de l'histoire, a gardé son intégrité jusqu'au bout. Même face à l'ordre de se suicider, il est resté calme, philosophique, en paix. Ces hommes avaient découvert quelque chose que notre époque a oublié. La vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes. C'est la maîtrise de soi face aux contraintes. Et leurs enseignements ne sont pas restés dans les livres poussiéreux. Ils ont traversé les siècles. Ils ont inspiré des présidents, des généraux, des athlètes olympiques, des entrepreneurs milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent. Les fondations, le principe cardinal. Avant d'entrer dans les stratégies concrètes, tu dois comprendre le principe fondamental qui sous-tend tout le reste. C'est simple à comprendre, mais révolutionnaire dans ses implications. Voici ce principe. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Tu contrôles seulement comment tu y réagis. Ça semble évident, non? Pourtant, observe ton comportement quotidien. Combien de ton énergie est dépensée à essayer de contrôler l'incontrôlable? À vouloir que les gens changent? À espérer que les circonstances s'alignent parfaitement? Épictète l'a formulé ainsi. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. C'est la base de tout. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes jugements, tes actions, tes valeurs, tes efforts, tes réactions. Ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres, les actions des autres, le passé, l'avenir lointain, les événements extérieurs, la météo, l'économie, la politique. La sagesse commence quand tu arrêtes de gaspiller ton énergie sur la deuxième liste et que tu concentres toute ta puissance sur la première. Pense à la dernière fois où tu t'es énervé dans les embouteillages. Tu ne peux pas contrôler la circulation. Mais tu peux contrôler si tu laisses cette situation ruiner ta journée ou si tu utilises ce temps pour réfléchir, apprendre, écouter un audiobook. Pense à la dernière fois où quelqu'un t'a critiqué injustement. Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent, mais tu peux contrôler si tu laisses leurs mots définir ta valeur. C'est cette distinction qui transforme tout. L'illusion de contrôle. Laisse-moi approfondir pourquoi c'est si difficile pour nous. Notre cerveau est câblé pour chercher le contrôle. C'est un mécanisme de survie. Nos ancêtres qui anticipaient les dangers, qui planifiaient, qui essayaient de contrôler leur environnement, avaient plus de chances de survivre. Mais dans le monde moderne, ce mécanisme devient un piège. Tu essaies de contrôler comment ton patron va réagir à ton projet. Tu essaies de contrôler si ton partenaire va t'aimer exactement comme tu veux être aimé. Tu essaies de contrôler si tes enfants vont suivre le chemin que tu as imaginé pour eux. Et chaque fois que la réalité ne correspond pas à tes attentes,
tu souffres. Voici une vérité inconfortable. La plupart de ton anxiété vient de ta tentative de contrôler l'incontrôlable. La plupart de ta frustration vient de ton refus d'accepter que tu n'es pas tout-puissant. Mais il y a une libération incroyable dans cette acceptation. Imagine-toi comme un capitaine de navire. Tu ne contrôles pas la mer, les vagues, les tempêtes. Essayer de contrôler l'océan serait de la folie. Mais tu contrôles ton navire. Tu contrôles comment tu navigues. Tu contrôles ta réponse à chaque vague. C'est exactement comme ça que tu dois voir ta vie. La puissance du détachement. Maintenant, attention. Le détachement dont je parle n'est pas de l'indifférence froide. Ce n'est pas devenir un robot sans émotion. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Le détachement stoïcien, c'est l'art de te soucier profondément des choses tout en n'étant pas esclave de leurs résultats. Tu peux donner le meilleur de toi-même dans un projet tout en acceptant qu'il pourrait échouer. Tu peux aimer quelqu'un profondément tout en acceptant que tu ne peux pas contrôler ses choix. Tu peux poursuivre un objectif avec passion tout en restant en paix si le chemin change. C'est paradoxal, mais c'est dans ce paradoxe que réside la vraie force. Regarde les grands athlètes. Les meilleurs ne sont pas ceux qui sont tendus, obsédés par la victoire au point de se paralyser. Ce sont ceux qui donnent tout sur le terrain, mais qui restent détachés du résultat. Ils contrôlent leur préparation, leur effort, leur focus. Pas le score final. Cette attitude ne diminue pas leur performance. Elle l'améliore. Parce qu'ils jouent librement, sans la peur paralysante de l'échec. C'est exactement ce que tu dois cultiver dans ta vie. La dichotomie du contrôle en pratique. Prenons des exemples concrets de ta vie quotidienne. Situation 1. Une présentation importante au travail. Ce que tu ne contrôles pas. Si ton patron va aimer, si tu vas obtenir la promotion, comment tes collègues vont réagir, si le projecteur va fonctionner, si quelqu'un va poser une question difficile. Ce que tu contrôles, ta préparation, ton effort, ta présence et ton énergie. Comment tu gères les questions, ton attitude face aux résultats. Si tu concentres ton énergie sur la première liste, tu vas être anxieux, tendu, peut-être même paniqué. Si tu te concentres sur la deuxième liste, tu vas être calme, confiant dans ton pouvoir. Situation 2. Une dispute avec un être cher. Ce que tu ne contrôles pas, ce qu'ils ressentent vraiment, s'ils vont changer d'avis. Comment ils ont interprété tes mots, leur passé et leurs blessures. S'ils vont te pardonner, ce que tu contrôles, tes mots et ton ton. Ton écoute, tes excuses si nécessaire. Ton intention. Comment tu gères tes émotions pendant le conflit. Quand tu te concentres sur ce que tu contrôles, les disputes deviennent moins explosives. Tu restes centré. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te comprendre, mais tu peux t'assurer que tu communiques avec intégrité. Situation 3. Un objectif à long terme. Ce que tu ne contrôles pas, les conditions économiques, la chance, les opportunités qui se présentent. Ce que font tes concurrents, le timing parfait. Ce que tu contrôles, ton action quotidienne, ton apprentissage continu, ta persistance, ta créativité dans l'adaptation, ton engagement envers le processus. Les gens qui réussissent vraiment ne sont pas ceux qui contrôlent tous les facteurs. Ce sont ceux qui maximisent ce qu'ils contrôlent et acceptent avec sérénité ce qu'ils ne contrôlent pas. L'exercice quotidien du contrôle. Voici un exercice puissant que je veux que tu commences dès aujourd'hui. Chaque soir, avant de te coucher, prends un journal et écris 3 choses. Une situation qui t'a stressé aujourd'hui. Ce que tu essayais de contrôler dans cette situation qui était hors de ton contrôle.
ce que tu aurais pu contrôler à la place. Exemple. Mon collègue a pris le crédit pour mon idée en réunion. J'essayais de contrôler son comportement, l'opinion de mon patron, la justice de la situation. J'aurais pu contrôler ma réaction calme, une conversation privée après, ma décision de documenter mes contributions à l'avenir. Fais cet exercice pendant 21 jours. Tu vas commencer à voir des patterns. Tu vas réaliser à quel point tu gaspilles ton énergie. Et petit à petit, ton cerveau va se recabler pour automatiquement se concentrer sur ce qui est dans ton pouvoir. C'est un entraînement, comme la musculation. Au début, c'est difficile, mais avec la répétition, ça devient une seconde nature. Les 10 piliers de la maîtrise, pilier 1, l'art du temps suspendu. Voici une scène que tu connais bien. Quelqu'un dit quelque chose qui te blesse. Peut-être une critique, une moquerie, un commentaire condescendant. Et en une fraction de seconde, ton cerveau s'embrase. Le sang monte. Les mots fusent avant même que tu aies conscience de ce que tu dis. Ah oui? Eh bien toi. Boum. C'est parti. Une dispute que tu vas regretter. Des ponts brûlés. Des mots qu'on ne peut pas reprendre. Tout ça parce que tu as réagi en 0,3 secondes. Mais imagine maintenant une version différente. La même personne dit la même chose. Mais cette fois, tu ne réagis pas. Tu respires. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu sens la colère monter, mais tu la regardes comme si tu observais une vague depuis le rivage. Tu ne sautes pas dedans. Après quelques secondes, parfois c'est tout ce qu'il faut, tu choisis ta réponse. Peut-être un silence éloquent, peut-être une question posée calmement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Peut-être simplement, je vais y réfléchir. La différence, le pouvoir. Sénèque l'a dit magnifiquement. La plus grande victoire est celle remportée sur la colère. Mais comment remporter cette victoire? La technique du temps suspendu. Quand quelque chose déclenche une émotion forte en toi, tu as un choix crucial dans les 3 premières secondes. C'est la fenêtre d'or. Pendant ces 3 secondes, ton cerveau primitif veut prendre le contrôle. Il veut se battre ou fuir. Il veut réagir. Ton travail n'est pas de supprimer cette réaction. C'est de créer un espace entre le stimulus et ta réponse. Voici le protocole exact. Seconde 1. Reconnais l'émotion. Je ressens de la colère, peur, frustration. Là. Ne la nie pas. Nomme-la. Seconde 2. Respire. Une inspiration profonde par le nez. Retiens 1 seconde. Expire par la bouche. Seconde 3. Pose-toi la question. Quelle réponse servirait le mieux la personne que je veux devenir? C'est tout. 3 secondes. Mais ces 3 secondes peuvent changer toute ta trajectoire. Pratique cela avec les petites choses d'abord. Le conducteur qui te coupe la route. Le serveur qui se trompe dans ta commande. Le message qui reste sans réponse. Utilise ces micro-irritations quotidiennes comme un dojo mental. Parce que quand les grandes tempêtes viendront, et elles viendront, tu auras développé le réflexe du temps suspendu. Les stoïciens appelaient cela la prosoche, l'attention vigilante. C'est un état d'éveil constant où tu observes tes réactions avant qu'elles ne te contrôlent. Imagine que tu es un gardien à la porte de ton esprit. Chaque émotion qui veut entrer doit passer par toi. Tu ne refuses pas l'entrée, mais tu demandes « Quel est ton but ici? Es-tu venu m'aider ou me détruire ?» Cette pratique va transformer radicalement ta vie. Tu vas arrêter de regretter des mots prononcés dans la chaleur du moment. Tu vas arrêter de prendre des décisions émotionnelles que tu vas payer pendant des années. Tu vas devenir imperturbable. Et voici le bonus. Les gens vont le sentir. Ils vont sentir cette stabilité en toi.
Dans un monde où tout le monde réagit comme des marionnettes émotionnelles, celui qui reste calme devient magnétique. Pilier 2. La forteresse intérieure. Marc Aurèle a écrit quelque chose de profond. Les hommes cherchent des retraites à la campagne, au bord de la mer, dans les montagnes. Mais tout cela est d'une extrême banalité, puisqu'il t'est loisible, à l'heure que tu veux, de te retirer en toi-même. Ta vraie force ne vient pas de l'absence de problèmes dans ta vie. Elle vient de ta capacité à maintenir ta paix intérieure malgré le chaos extérieur. Imagine deux personnes dans la même tempête. L'une est ballottée dans tous les sens, submergée, terrifiée. L'autre est comme un phare. Les vagues se fracassent autour, mais la lumière continue de briller, inébranlable. Quelle est la différence? La forteresse intérieure. Construire ton sanctuaire mental. Ta forteresse intérieure, c'est cet espace en toi où personne ne peut entrer sans permission. C'est ton refuge, ton quartier général, ton temple sacré. Mais la plupart des gens n'ont pas de forteresse. Ils ont une maison de cartes. Au moindre vent, tout s'effondre. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur paix dépendre de facteurs externes. Je serai heureux quand j'aurai ce job. Je serai en paix quand cette personne me respectera. Je serai confiant quand j'aurai atteint ce niveau. Non, c'est l'inverse. Tu construis d'abord la forteresse et ensuite, depuis cette position de force, tu conquiers le monde extérieur. Les murs de ta forteresse. Mur 1. Les principes non négociables. Tu dois définir 3 à 5 principes qui sont absolus pour toi. Des lignes que tu ne franchiras jamais, peu importe la pression. Exemple, je ne trahis jamais ma parole. Je ne mens pas pour éviter l'inconfort. Je traite les autres avec respect, même quand ils ne me respectent pas. Je fais toujours de mon mieux, même quand personne ne regarde. Ces principes deviennent tes ancres. Quand la tempête frappe, tu te raccroches à eux. Ils t'empêchent de dériver. Mur 2. La routine inviolable. Ta forteresse a besoin d'entretien quotidien. Tu ne peux pas simplement la construire une fois et l'oublier. Crée une routine matinale de 15 à 30 minutes qui te recentre. Cela peut inclure méditation ou respiration consciente, 5 minutes, lecture de principes stoïciens, 5 minutes, journal. Quelles sont mes intentions aujourd'hui? 5 minutes. Visualisation. Comment vas-tu réagir aux défis probables aujourd'hui? 5 minutes. Cette routine n'est pas négociable, même si tu dois te lever plus tôt, même si tu es en voyage, même si tu ne ressens pas le besoin ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est justement quand tu penses ne pas en avoir besoin que tu en as le plus besoin. Mur 3. Le détachement émotionnel. Ce mur est peut-être le plus difficile à construire, mais le plus puissant. Le détachement ne signifie pas ne rien ressentir. Ça signifie que tes émotions passent à travers toi sans te définir. Pense à toi comme à une montagne. Les nuages, tes émotions, passent devant toi, parfois sombres, parfois lumineux. Mais tu es la montagne, immuable. Les nuages ne changent pas ta nature. Pratique quotidienne. Quand une émotion forte arrive, dis intérieurement « je ressens de la colère » et non « je suis en colère ». Ce changement linguistique est puissant. Tu n'es pas ton émotion, tu es l'observateur de ton émotion. Mur 4. L'autosuffisance émotionnelle. Voici une question brutale. De quoi as-tu besoin des autres pour te sentir bien? Si ta réponse inclut des choses comme leur approbation, leur amour, leur reconnaissance, alors tu as un problème. Parce que tu as externalisé ta paix. L'autosuffisance émotionnelle signifie « je suis complet en moi-même ». Les autres ajoutent à ma vie, mais ne la définissent pas. C'est un processus.
Tu ne vas pas y arriver du jour au lendemain, mais chaque fois que tu cherches la validation externe, pose-toi cette question. Comment puis-je me donner à moi-même ce que j'attends des autres? Tu veux être reconnu? Reconnais-toi toi-même. Célèbre tes victoires, même les petites. Tu veux être aimé? Cultive l'amour-propre. Non pas l'ego, mais le respect profond pour qui tu es. Tu veux être compris? Comprends-toi toi-même. Passe du temps à explorer tes propres pensées. La pratique de la forteresse. Chaque soir, pendant 5 minutes, fais cet exercice. Ferme les yeux. Visualise ta forteresse intérieure. Vois ses murs, solides, inébranlables. Demande-toi, ai-je laissé quelqu'un ou quelque chose pénétrer mes défenses aujourd'hui? Si oui, répare. Rappelle-toi tes principes. Restaure ta paix. Avec le temps, cette forteresse deviendra si solide que rien ne pourra la percer. Les critiques rebondiront, les rejets glisseront, les échecs deviendront des leçons, pas des tragédies. Tu deviendras imprenable. Pilier 3. L'alchimie de l'adversité. Voici une vérité que peu de gens acceptent. Chaque obstacle dans ta vie est une opportunité déguisée. Pas une métaphore motivationnelle, une réalité objective. Marc Aurèle a formulé le concept d'amor fati, l'amour du destin. Pas simplement accepter ce qui arrive, aimer ce qui arrive. Parce que tout ce qui arrive peut te servir si tu sais comment le transmuter. Pense à une éponge. Tu peux l'utiliser pour nettoyer ou pour absorber un poison. C'est la même éponge. La différence? L'intention de celui qui l'utilise. C'est exactement comme ça que tu dois voir chaque événement de ta vie. La formule de transmutation, événement, interprétation, réaction, résultat. La plupart des gens pensent que la séquence est directe. Événement, résultat. Il m'est arrivé X, donc Y s'est produit. Mais il y a 2 étapes cruciales au milieu que tu contrôles totalement. Exemple concret, événement. Tu perds ton emploi. Interprétation classique. C'est une catastrophe. Je suis un échec. Que vais-je devenir? Réaction classique. Panique, dépression, inaction, apitoiement sur soi. Résultat classique. Mois de stagnation, opportunité manquée, spirale descendante. Interprétation stoïcienne. C'est inattendu. C'est peut-être un recalibrage nécessaire. Qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Quelle opportunité était cachée que je n'aurais jamais explorée autrement? Réaction stoïcienne. Analyse calme, mise à jour du CV, exploration de nouvelles voies. Peut-être cette start-up que tu voulais lancer. Résultat stoïcien. Dans 6 mois, tu réalises que ce licenciement était le coup de pied dont tu avais besoin pour changer de trajectoire vers quelque chose de meilleur. Ce n'est pas de la pensée positive béate, c'est une stratégie de survie et de prospérité. Les 3 questions de transmutation. Quand quelque chose de négatif arrive, pose-toi immédiatement ces 3 questions. Qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Chaque situation difficile contient une leçon. Ton job est de l'extraire. Parfois, c'est une compétence technique. Parfois, c'est une leçon sur les gens. Parfois, c'est une révélation sur toi-même. Comment cela peut-il me rendre plus fort? Les muscles ne grandissent pas dans le confort. Ils grandissent sous la résistance. Ton caractère fonctionne pareil. Cette difficulté développe quelle partie de toi? La patience? La résilience? La créativité sous pression? Quelle opportunité cachée existe dans cette situation? Il y en a toujours une. Toujours. Parfois évidente, parfois elle ne se révèle que des mois plus tard. Mais elle est là. Cherche-la. L'histoire du fermier zen. Il y a une vieille histoire d'un fermier dont le cheval s'échappe. Les voisins disent « Quelle malchance !» Il répond « Peut-être ». Le lendemain,
le cheval revient avec 3 chevaux sauvages. Les voisins, quelle chance! Lui, peut-être. Son fils essaie de dresser un cheval sauvage, tombe et se casse la jambe. Quelle malchance! Peut-être. La semaine suivante, l'armée vient recruter tous les jeunes hommes pour la guerre. Le fils est épargné à cause de sa jambe cassée. Quelle chance! Peut-être. La sagesse? Tu ne sais jamais si ce qui t'arrive est bon ou mauvais dans le grand schéma. Donc, arrête de juger et commence à utiliser. Pratique de l'alchimie quotidienne. Pendant les 30 prochains jours, tiens un journal de transmutation. Chaque soir, note une chose difficile ou négative qui est arrivée aujourd'hui. 3 façons dont je peux la transformer en avantage. Une action concrète que je vais prendre basée sur cette transformation. Exemple. Difficulté. Mon patron a critiqué mon travail publiquement. Transformation possible. C'est une opportunité d'améliorer réellement ce point faible. C'est un test de ma capacité à rester calme sous la critique. C'est une leçon sur comment je veux traiter les autres quand je serai en position de pouvoir. Action. Demain, je vais demander un one-on-one avec mon patron pour avoir des feedbacks constructifs précis. Après 30 jours de ce journal, ton cerveau aura commencé à se recabler. Tu ne verras plus les obstacles comme des murs, mais comme des portes. Pas des fins, mais des commencements. Et voici la magie. Quand tu arrêtes de résister à ce qui est, tu libères une énergie monumentale que tu gaspillais auparavant en combat inutile. Cette énergie, tu peux maintenant l'investir dans l'action constructive. Le jardin mental. Ton esprit est exactement comme un jardin. Si tu n'en prends pas soin activement, les mauvaises herbes vont t'envahir. Et ces mauvaises herbes ont un nom. Les pensées parasites. Chaque jour, tu as environ 60 000 à 80 000 pensées. La majorité, répétitive, négative, inutile. C'est comme un disque rayé qui rejoue les mêmes scénarios catastrophes encore et encore. Et si je rate, pourquoi il a dit ça? Je ne suis pas assez. Tout va mal. Ces pensées sont des invasions. Elles squattent ton esprit sans payer de loyer. Pire, elles te volent ton énergie vitale. Épictète avait une approche radicale. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Pense à ça. La majorité de ta souffrance n'est même pas réelle. Elle existe uniquement dans ta tête. Le protocole du jardinier mental. Un jardinier ne se contente pas de regarder son jardin envahi. Il agit. Voici comment faire pareil avec ton esprit. Étape 1. L'observation consciente. Pendant une journée, deviens hyper conscient de tes pensées. Pas pour les juger, juste pour les observer. Garde un petit carnet et note chaque fois que tu captes une pensée négative ou inutile. Tu seras choqué du nombre. 50, 100, plus. Cette prise de conscience est le premier pas. Tu ne peux pas gérer ce que tu ne vois pas. Étape 2. L'interrogatoire stoïcien. Quand une pensée négative surgit, au lieu de simplement l'accepter comme vraie, interroge-la comme un détective interroge un suspect. Questions à poser. Cette pensée est-elle basée sur des faits ou sur des émotions? Cette pensée m'aide-t-elle à avancer ou me paralyse-t-elle? Est-ce que je choisirais consciemment cette pensée si j'avais le choix? Dans 5 ans, cette préoccupation sera-t-elle importante? Qu'est-ce qu'une version plus sage de moi-même penserait de cette situation? La plupart du temps, après cet interrogatoire, la pensée s'effondre. Elle n'a aucune substance. C'est juste du bruit mental. Étape 3. Le remplacement intentionnel. La nature a horreur du vide. Si tu enlèves une pensée négative sans la remplacer, une autre viendra prendre sa place.
Donc, voici ce que tu fais. Pour chaque pensée toxique que tu identifies, crée consciemment une pensée alternative, plus constructive. Exemple. Pensée toxique. Je ne vais jamais y arriver, c'est trop difficile. Remplacement. C'est un défi qui va me permettre de grandir. Quelle est la prochaine petite étape? Pensée toxique, cette personne me déteste. Remplacement. Je ne peux pas contrôler ce qu'elle pense. Je peux contrôler comment je me comporte avec intégrité. Pensée toxique. J'ai tout raté. Remplacement. J'ai appris quelque chose de précieux. Comment puis-je utiliser cette leçon? Ce n'est pas de l'auto-illusion positive, c'est du réalisme stratégique. Tu choisis activement les pensées qui te servent plutôt que celles qui te détruisent. Étape 4. Le jeûne mental. Tout comme le jeûne alimentaire nettoie le corps, le jeûne mental nettoie l'esprit. Choisis un jour par semaine, ou commence par une demi-journée, où tu te désintoxiques mentalement. 0. Nouvelles. 0. Réseaux sociaux. 0. Gossip ou conversation toxique. 0. Complainte, même intérieure. À la place, remplis ce temps de lecture de sagesse, philosophie, biographie de grands hommes, contemplation silencieuse, marche dans la nature, journal introspectif. Après ce jeûne, tu vas ressentir une clarté mentale incroyable, comme si on avait nettoyé les fenêtres de ton esprit. Étape 5. La sentinelle à la porte. Imagine que ton esprit est un royaume et tu es le garde à la porte principale. Chaque pensée qui veut entrer doit passer par toi. Quand une pensée se présente, tu demandes « Quel est ton but ici? Apportes-tu quelque chose de constructif? » Si la réponse est non, tu ne la laisses pas entrer. Point final. Ça semble simple, mais c'est révolutionnaire. La plupart des gens n'ont aucun filtre. N'importe quelle pensée peut entrer et faire ce qu'elle veut. Toi, tu deviens sélectif, intentionnel, souverain. La pratique des 90 jours. Voici un défi qui va transformer ton cerveau. Pendant 90 jours, chaque fois que tu captes une pensée négative, tu vas l'écrire, l'interroger, la remplacer, noter le remplacement. Après 90 jours, ton cerveau aura formé de nouveaux circuits neuronaux. La pensée positive ne sera plus un effort. Elle deviendra ton défaut. Les neurosciences confirment ce que les stoïciens savaient. Tu peux littéralement recabler ton cerveau. La neuroplasticité est réelle, mais elle demande de la répétition, de la discipline, de la consistance. Ton jardin mental peut devenir un paradis ou un enfer. C'est ton choix. Et ce choix se fait pensée par pensée, jour par jour. Pilier 5. La libération de l'approbation. Voici une question qui va te déranger. Combien de tes décisions sont basées sur ce que les autres vont penser? Sois honnête. Ce vêtement que tu portes, cette carrière que tu poursuis, cette opinion que tu gardes pour toi, ces rêves que tu n'oses pas partager. Combien de ta vie est performée pour un public qui, au fond, ne pense même pas à toi? C'est brutal, mais nécessaire. La majorité des gens sont tellement préoccupés par leur propre vie qu'ils pensent rarement à toi. Et quand ils le font, c'est souvent à travers le filtre de leurs propres insécurités. Marc Aurèle, l'empereur de Rome, celui qui avait des millions de sujets dont l'opinion comptait littéralement pour son pouvoir, a écrit « J'ai souvent pensé à combien il est étrange que chaque homme s'aime lui-même plus que tous les autres, mais qu'il accorde plus de valeur à l'opinion des autres qu'à la sienne. Pense à l'absurdité. Tu connais tes intentions, tes luttes, ton histoire. Les autres ne voient qu'une surface. Pourtant, tu laisses leur jugement superficiel définir ta valeur. Le piège de la validation externe. Quand tu cherches l'approbation externe,
Tu deviens un caméléon. Tu changes de couleur selon l'environnement. Avec ce groupe, tu agis d'une manière, avec cet autre, différemment. Le problème, tu te perds. Tu ne sais plus qui tu es vraiment. Tu deviens une collection de masques sans visage réel en dessous. Pire encore, la validation externe est une drogue. Plus tu en obtiens, plus tu en as besoin. Un like, un compliment, une reconnaissance, ça te donne un high temporaire. Puis, tu retombes et tu en cherches plus. C'est une dépendance. Et comme toute dépendance, elle te vide de ta puissance. La formule de libération. Voici comment te libérer de cette prison. Étape 1. Définis tes valeurs fondamentales. Prends 1 heure, pas demain, aujourd'hui. Et écris tes 5 valeurs fondamentales. Les principes non négociables qui définissent qui tu veux être. Exemple, intégrité. Je dis la vérité même quand c'est inconfortable. Courage. Je fais ce qui est juste même quand j'ai peur croissance. J'apprends de chaque expérience service. J'ajoute de la valeur aux autres excellence. Je donne toujours mon meilleur effort. Ces valeurs deviennent ta boussole intérieure. Quand tu dois prendre une décision, tu ne demandes pas « qu'est-ce que les autres vont penser ?» Tu demandes « est-ce aligné avec mes valeurs ?» Étape 2. Pratique le désaccord intentionnel. Voici un exercice inconfortable, mais libérateur. 1 fois par jour, exprime consciemment une opinion que tu sais sera impopulaire dans ton groupe. Pas pour être provocateur, mais pour t'entraîner à résister à la pression de conformité. Au restaurant, tout le monde commande la même chose? Commande différemment. Dans une conversation, tout le monde est d'accord? Présente respectueusement un autre point de vue. Quelqu'un fait une blague aux dépens de quelqu'un d'autre? Reste silencieux plutôt que de rire par politesse. Ces petits actes de non-conformité renforcent ton muscle d'authenticité. Étape 3. Le test du lit de mort. Quand tu es tenté de modifier ton comportement pour plaire aux autres, fais ce test mental. Imagine-toi sur ton lit de mort, dans 60 ans. Tu regardes en arrière sur ta vie. Qu'est-ce qui comptera vraiment? Que tu as été populaire, que tu as évité les critiques, que tu as toujours dit oui, ou que tu as vécu authentiquement, que tu as osé être toi-même, que tu as poursuivi ce qui comptait vraiment pour toi. Cette perspective instantanée met les choses en place. L'opinion de Jean-Michel sur ton choix de carrière ne sera pas sur ta liste de regrets finaux. Étape 4. Embrasse la critique. Voici un secret contre-intuitif. Les critiques sont des cadeaux, pas toutes. Certaines sont du bruit toxique qui dit plus sur le critique que sur toi. Mais certaines contiennent des perles de vérité qui peuvent t'aider à grandir. Développe cette distinction. Critique constructive d'une personne qui te veut du bien. Écoute, analyse, apprends. Critique destructive de quelqu'un qui projette ses insécurités. Ignore, détache, avance. Et voici la clé. Dans les 2 cas, ne laisse pas la critique définir ta valeur. Tu n'es ni le super-héros qu'admirent tes fans, ni le déchet que décrivent tes haters. Tu es un être humain en progression constante. C'est tout. Étape 5. Célèbre ton authenticité. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que l'approbation, célèbre-le, même si c'est petit. Aujourd'hui, j'ai dit non à quelque chose que je ne voulais pas faire, même si ça a déçu quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai partagé ma vraie opinion, même si j'étais le seul à la penser. Aujourd'hui, j'ai agi selon mes valeurs, pas selon les attentes. Ces petites victoires s'accumulent. Elles construisent une confiance qui n'a pas besoin de validation externe. La vérité finale. Les personnes qui t'aimeront pour qui tu prétends être te quitteront
quand tu arrêteras de prétendre. Les personnes qui t'aiment pour qui tu es vraiment resteront à travers tout. Alors, pourquoi perdre du temps avec le premier groupe? Vis pour toi, selon tes standards, avec tes valeurs, et laisse ceux qui résonnent avec cette authenticité se rassembler naturellement autour de toi. Les autres, ils ne comptent pas, et tu n'as plus besoin de prétendre qu'ils comptent. Pilier 6. L'acceptation radicale. Il y a une phrase qui ruine plus de vies que presque tout autre. Ce n'est pas juste. Et tu sais quoi? Tu as raison. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que certains naissent dans l'abondance pendant que d'autres naissent dans la pauvreté. Ce n'est pas juste que certains ont des talents naturels pendant que d'autres doivent lutter pour chaque compétence. Ce n'est pas juste que tu travailles dur pendant que quelqu'un d'autre obtient la promotion par népotisme. Ce n'est pas juste que tu traites quelqu'un bien et qu'il te trahit. La vie n'a jamais promis d'être juste. C'est une attente que tu as imposée sur la réalité. Et cette attente te détruit. Sénèque l'a dit sans détour. Le destin mène celui qui accepte et traîne celui qui résiste. Tu as deux options face à l'injustice. Option 1, la résistance amère. Tu peux passer ta vie à te plaindre, à pointer du doigt tout ce qui est injuste, à cultiver le ressentiment, à blâmer le système, les autres, la chance. Cette option te donnera raison. Tu collectionneras des preuves que le monde est contre toi. Tu auras une excuse parfaite pour chaque échec, mais tu seras misérable et immobile. Option 2, l'acceptation radicale. Ou tu peux accepter radicalement que la vie n'est pas juste, que c'est le terrain de jeu que tu as reçu, et jouer quand même avec tout ce que tu as. Cette option ne te donnera pas raison, mais elle te donnera du pouvoir. La pratique de l'acceptation radicale. Voici comment implémenter cette philosophie concrètement. Exercice 1. L'inventaire de l'injustice. Prends une page, divise-la en 2 colonnes. Colonne 1, liste toutes les choses injustes dans ta vie. Tout ce qui te frustre parce que ça ne devrait pas être comme ça. Colonne 2. Pour chaque item, écris honnêtement. Est-ce que me plaindre de ceci a changé quelque chose? Que puis-je faire concrètement à partir de maintenant? Tu vas réaliser quelque chose de libérateur. 90% de tes plaintes ne mènent nulle part. Elles sont juste un drainage d'énergie. Exercice 2. Le « et alors ». Quand quelque chose d'injuste arrive, au lieu de ruminer, fais cet exercice mental. C'est injuste que X situation. Et alors? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Exemple, c'est injuste que mon collègue moins qualifié ait eu la promotion. Et alors? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les options constructives. Demander un feedback spécifique sur ce que je peux améliorer. Chercher des opportunités ailleurs. Développer mes compétences pour être indéniable la prochaine fois. Démarrer mon propre projet parallèle. Voir, tu passes de la victime impuissante à l'agent actif. Exercice 3. La gratitude pour les avantages injustes. Voici quelque chose que les gens oublient. Tu bénéficies aussi d'avantages injustes. Si tu es né dans un pays en paix, c'est injuste par rapport à quelqu'un né dans une zone de guerre. Si tu as accès à Internet pour regarder cette vidéo, c'est injuste par rapport aux milliards qui ne l'ont pas. Si tu as tes 2 jambes, ta vue, ton ouïe, c'est injuste par rapport à ceux qui ont perdu ces capacités. L'injustice va dans les 2 sens. Quand tu réalises cela, ton ressentiment se transforme en gratitude. L'histoire de l'acceptation ultime. Regarde Viktor Frankl. Psychiatre juif, il a survécu au camp de concentration nazi. Il a perdu sa femme, son père, sa mère, son frère.
Il a vécu des horreurs inimaginables. C'était injuste? Absolument. L'une des plus grandes injustices de l'histoire humaine. Mais voici ce qu'il a écrit après. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Il n'a pas nié l'injustice, il l'a acceptée. Et dans cette acceptation, il a trouvé le sens. Il a écrit un livre qui a changé des millions de vies. Si lui pouvait trouver du sens dans l'enfer d'un camp de concentration, qu'est-ce que cela dit de tes injustices quotidiennes? Le mantra de l'acceptation. Quand quelque chose d'injuste arrive, répète ceci. C'est ce qui est. Ce n'est pas ce que je voulais, mais c'est ce qui est. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Je peux seulement choisir ma réponse. Et je choisis d'avancer avec force. Dis-le à voix haute, encore et encore, jusqu'à ce que ton système nerveux se calme, jusqu'à ce que la résistance se transforme en acceptation. L'acceptation n'est pas la résignation. Ce n'est pas dire « je vais juste subir ». C'est dire « je vois la réalité clairement et je choisis mes prochains pas depuis cette clarté ». Dans cette acceptation réside une puissance que la plainte ne t'apportera jamais. Pilier 7. La souveraineté attentionnelle. Voici une réalité troublante. Tu ne contrôles pas grand-chose dans ce monde, mais il y a une chose sur laquelle tu as un contrôle absolu. Ton attention. Et ton attention, c'est ta vie, littéralement. Où va ton attention, là va ton énergie. Où va ton énergie, là vont tes résultats. Où vont tes résultats, là va ton destin. Donc si tu laisses ton attention être capturée par n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, tu es en train de donner ta vie. Pense à hier. Combien de fois ton attention a été détournée? Le ping d'une notification. Un email qui pouvait attendre. Une conversation toxique qui ne te concernait pas. Un doom scrolling sur les réseaux sociaux. Des pensées sur un drame qui n'existe que dans ta tête. Additionne tout ça. Combien d'heures? Tout? Four? Six? Maintenant, multiplie par 365 jours. Combien d'années de ta vie sont gaspillées dans ces distractions? Marc Aurèle savait cela. Confine-toi au présent. Pas parce que le futur et le passé n'existent pas, mais parce que ton pouvoir n'existe que maintenant, dans ce moment, avec cette tâche, face à cette personne. L'anatomie d'une distraction. Comprends comment fonctionne la distraction. C'est un pirate mental sophistiqué. Phase 1. L'appât. Quelque chose capte ton attention. Un titre choquant, un drama, une notification. Ton cerveau, câblé pour la nouveauté, mord à l'hameçon. Phase 2. L'engagement. Tu cliques, tu lis, tu réagis. Juste une minute, tu te dis. Mais une minute devient 10, 10 deviennent 30. Phase 3, le drainage. Pendant que tu es distrait, ton énergie mentale se vide, pas de manière productive. Tu n'as rien créé, rien n'a pris de valeur, tu as juste consommé. Phase 4, le regret. Tu réalises que tu as perdu du temps, tu te sens coupable. Mais c'est trop tard, ce temps est parti pour toujours et le cycle recommence le lendemain. Le protocole de souveraineté attentionnelle, il est temps de reprendre le contrôle. Voici comment. Règle 1. L'audit attentionnel. Pendant une semaine, traque tout ce à quoi tu donnes ton attention. Utilise un simple carnet ou une application. Note chaque fois que tu checkes ton téléphone. Combien de temps tu passes sur chaque app? Chaque fois que ton esprit s'égare pendant une tâche? Toutes les interruptions que tu acceptes. À la fin de la semaine, analyse. Où va réellement ton attention? Les résultats vont te choquer. Règle 2. Le budget attentionnel. Tu as un budget financier, j'espère. Tu dois aussi avoir un budget attentionnel.
Décide consciemment X heures par jour pour le travail profond, minimum 3, X minutes pour les communications, email, messages, en bloc défini, X minutes pour les médias sociaux, si nécessaire, X heures pour les relations importantes, X heures pour le développement personnel. Tout le reste, c'est du gaspillage. Élimine-le. Règle 3. Les barrières d'attention. Crée des barrières physiques qui protègent ton attention. Exemple concret. Phone en mode avion pendant les sessions de travail profond. Notifications complètement désactivées. Oui, toutes. Un lieu de travail sans distraction visuelle. Headphones comme signal ne pas déranger. Bloc de calendrier inviolable pour ton travail important. Ces barrières semblent drastiques. Elles le sont, parce que le monde moderne a déclaré la guerre à ton attention. Tu dois te défendre avec la même intensité. Règle 4. Le principe du « pas maintenant ». Quand une distraction surgit, et elle surgira, ne dis pas « non, jamais ». Dis « pas maintenant ». Tu as une pensée aléatoire ? Note-la rapidement et reviens à ta tâche. Quelqu'un veut te parler ? Je peux te répondre dans 30 minutes. Une notification, elle sera là plus tard. Cette simple phrase, pas maintenant, te redonne le contrôle. Tu ne rejettes pas, tu reportes. Et souvent, quand tu reviens plus tard, tu réalises que ce n'était même pas important. Règle 5. L'attention monofocale. Le multitasking est un mythe. Ton cerveau ne peut pas se concentrer sur plusieurs choses en même temps. Il switch rapidement entre les tâches, perdant de l'efficacité à chaque switch. La vraie productivité, une chose à la fois, complètement, totalement, jusqu'à ce que ce soit fait ou que ton bloc de temps soit terminé. Si tu écris, écris. Pas écrire plus checker les emails, plus répondre aux messages. Si tu es avec quelqu'un, sois avec cette personne, pas avec ton phone. Si tu te reposes, repose-toi, pas scroller sans but. Cette intensité monofocale va sembler étrange au début. Tu vas ressentir l'attraction des autres choses. Résiste. Avec le temps, cette capacité va se renforcer. L'exercice de maîtrise attentionnelle. Voici un exercice puissant pour entraîner ton muscle attentionnel. Choisis une tâche simple mais ennuyeuse. Laver la vaisselle, plier du linge, marcher. Pendant cette tâche, donne-lui ton attention totale. Chaque fois que ton esprit s'égare vers le passé, le futur, un problème, n'importe quoi, ramène-le doucement à la tâche présente. Les sensations de l'eau sur tes mains, le poids du vêtement, le rythme de tes pas. Fais cet exercice 10 minutes par jour pendant 30 jours. Tu vas développer quelque chose que peu de gens possèdent. La capacité de diriger ton attention où tu veux, quand tu veux, aussi longtemps que tu veux. C'est un super pouvoir dans le monde moderne. La vérité finale sur l'attention. Ta vie n'est rien d'autre que la somme de ce à quoi tu as prêté attention. Si tu as prêté attention au drama, à la négativité, aux distractions, ta vie reflètera cela. Si tu prêtes attention à ta croissance, à tes relations importantes, à ton travail créatif, ta vie deviendra extraordinaire. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Alors, protège ton attention comme tu protégerais ta vie, parce que c'est exactement ce que c'est. L'intégration, la solitude sacrée. Dans notre monde hyper connecté, la solitude est devenue effrayante. Les gens la fuient comme une peste. Dès qu'ils sont seuls, ils sortent leur téléphone. Ils allument la télé. Ils appellent quelqu'un. N'importe quoi pour ne pas être seuls avec eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'être seul force un face-à-face avec soi-même. Et pour beaucoup, c'est terrifiant. Leur propre esprit est devenu un endroit inhospitalier. Mais les stoïciens savaient quelque chose que notre époque a oublié. La solitude n'est pas un vide à combler. C'est un espace sacré pour se construire.
Marc Aurèle écrivait « La retraite la plus paisible qu'un homme puisse trouver est dans son propre esprit. » Notice, il ne dit pas la plus triste ou la plus solitaire, la plus paisible. La différence entre solitude et isolement. Isolement, tu es seul et tu en souffres. Tu te sens coupé, rejeté, manquant de connexion. Solitude égale. Tu choisis consciemment d'être seul pour te recharger, réfléchir, te reconnecter à toi-même. L'isolement draine, la solitude nourrit. La clé, le choix et l'intention. Les cadeaux de la solitude. Quand tu apprends à être confortablement seul, plusieurs transformations se produisent. Cadeau 1. La clarté mentale. Dans le bruit constant du monde, tes pensées sont comme de l'eau boueuse dans un verre secoué. Impossible de voir clairement. La solitude permet à la boue de se déposer. Les pensées s'éclaircissent. Tu commences à voir ce qui est vraiment important versus ce qui est juste du bruit. Les meilleures décisions de ta vie ne viendront pas d'un brainstorming en groupe. Elles viendront de moments silencieux où tu es seul avec ta conscience. Cadeau 2. L'autosuffisance émotionnelle. Quand tu dépends constamment des autres pour te sentir bien, leur validation, leur présence, leur attention, tu es fragile. La solitude t'apprend à être ta propre source de bien-être. Tu développes une stabilité intérieure qui ne dépend pas de facteurs externes. C'est comme être ton propre meilleur ami. Tu es littéralement la seule personne avec qui tu vas passer chaque seconde de ta vie. Autant rendre cette compagnie agréable. Cadeau 3. La créativité profonde. Toutes les grandes œuvres créatives, les livres qui changent des vies, les inventions révolutionnaires, les philosophies transformatrices sont nées dans la solitude. Pourquoi ? Parce que la créativité demande de l'espace mental qui ne peut exister quand tu es constamment bombardé d'inputs externes. Dans la solitude, ton esprit peut errer, faire des connexions inattendues, explorer des territoires nouveaux. Cadeau 4. La connaissance de soi. Tu ne peux pas te connaître vraiment si tu ne passes jamais de temps avec toi-même. Qui es-tu réellement quand personne ne te regarde? Qu'est-ce que tu penses vraiment quand tu n'essaies pas de plaire ou d'impressionner? La solitude est un miroir. Parfois, ce que tu y vois est inconfortable, mais c'est nécessaire pour la croissance. Comment pratiquer la solitude sacrée? Pratique 1. La retraite quotidienne, 30 minutes minimum. Chaque jour, crée un moment de solitude intentionnelle. Pas de phone, pas de distraction, juste toi. Que faire pendant ce temps? Journal introspectif. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Comment puis-je être meilleur demain? Méditation ou respiration consciente? Lecture de sagesse, philosophie, biographies inspirantes. Simplement être sans agenda. Le but n'est pas nécessairement d'être productif, c'est de reconnecter avec ton essence. Pratique 2. Le silence sabbatique. Une fois par semaine, prends 3 à 4 heures de silence complet. Pas de musique, pas de podcast, pas de conversation, juste le silence. Fais une longue marche. Assieds-toi dans la nature. Reste dans ta chambre avec un journal. Les premières fois, ça va être inconfortable. Ton esprit va paniquer. C'est ennuyeux. Je devrais faire quelque chose de productif. Résiste. Cette résistance est exactement ce que tu dois traverser. Après quelques semaines, quelque chose de magique arrive. Le silence devient nourrissant, restaurateur. Tu commences à le désirer. Pratique 3. La retraite annuelle. Une fois par an, prends 2 à 3 jours complètement seul. Pas un voyage avec des amis, pas des vacances familiales. Seul. Loue une cabine dans la nature.
ou simplement reste chez toi, mais déconnecté de tout. Pendant ces jours, aucune communication externe. Préviens les gens avant. Aucune technologie, sauf pour lire ou écrire. Revois ton année. Victoire, échec, leçon. Planifie ta prochaine année selon tes valeurs. Reconnecte avec qui tu veux devenir. Ces retraites deviennent des points d'ancrage dans ta vie, des moments où tu te recalibres, où tu t'assures que tu navigues toujours vers le nord vrai de tes valeurs, la transformation de la solitude. Voici ce qui va se passer si tu embrasses cette pratique. Au début, la solitude sera étrange, peut-être même anxiogène. Après quelques semaines, elle deviendra tolérable. Tu commenceras à apprécier les moments. Après quelques mois, elle deviendra essentielle. Tu protégeras ce temps jalousement. Après 1 an, tu seras transformé. Ta présence sera différente, plus ancrée, plus centrée. Les autres le sentiront même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Tu ne seras plus dépendant de la validation externe. Tu ne fuiras plus le silence. Tu ne craindras plus d'être seul. Parce que tu auras découvert quelque chose de profond. Tu n'es jamais vraiment seul. Tu es toujours avec toi-même et tu es devenu une excellente compagnie. Pilier 9. La respiration souveraine. Il y a un lien direct, immédiat, indéniable entre ton corps et ton esprit. Et le pont entre les deux, ta respiration. Pense à la dernière fois où tu étais paniqué, anxieux, en colère. Comment était ta respiration? Courte, rapide, superficielle, située dans le haut de la poitrine. Maintenant, pense à un moment où tu étais calme, centré, en paix. Ta respiration? Lente, profonde, située dans le ventre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est physiologique. Ton système nerveux a 2 modes, sympathique, combat ou fuite, et parasympathique, repos et digestion. Ta respiration est l'interrupteur entre les deux. Respiration rapide et superficielle, mode stress activé. Respiration lente et profonde, mode calme activé. Voici la partie révolutionnaire. Tu peux hacker ton système nerveux simplement en contrôlant ta respiration. Le pouvoir de la respiration consciente. Les stoïciens ne comprenaient peut-être pas la neuroscience moderne, mais ils comprenaient intuitivement ce principe. Épictète enseignait à ses étudiants qu'avant de répondre à toute provocation, ils devaient prendre une pause. Cette pause, c'était souvent une respiration consciente. Marc Aurèle, face aux pressions immenses de l'Empire, écrivait « Ne laisse pas le futur te troubler. Tu l'affronteras avec les mêmes armes de la raison que tu utilises aujourd'hui pour le présent. » Ces armes de la raison, elles incluaient la maîtrise du corps, dont la respiration était le centre. Les techniques de respiration stoïcienne moderne. Technique 1. La respiration 4-7-8 pour calmer l'anxiété instantanément. Quand tu sens l'anxiété monter, inspire par le nez pendant 4 secondes. Retiens ta respiration pendant 7 secondes. Expire lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répète 4 fois. Cette technique active instantanément ton système nerveux parasympathique. Impossible d'être en mode panique avec ce pattern de respiration. Technique 2. La respiration de boîte pour la clarté mentale. Utilisée par les Navy Seals avant les missions. Inspire pendant 4 secondes. Retiens pendant 4 secondes. Expire pendant 4 secondes. Retiens, poumon vide, pendant 4 secondes. Répète pendant 5 minutes. Cette technique crée un état de calme alerte, parfait avant une présentation importante, un examen, une conversation difficile. Technique 3. La respiration guerrière pour l'énergie et le focus. Quand tu as besoin d'énergie mentale instantanée, 30 respirations rapides et profondes, hyperventilation contrôlée. Après la 30, expire
et retiens ta respiration aussi longtemps que confortable. Inspire profondément et retiens 15 secondes. Répète 3 rounds. Cette technique oxygène massivement ton cerveau et crée un état de focus intense. Technique 4. La respiration de cohérence cardiaque pour l'équilibre émotionnel. 5-5-5. Inspire pendant 5 secondes. Expire pendant 5 secondes. 5 secondes. Continue pendant 5 minutes. Fais ceci 3 fois par jour, matin, midi, soir, et tu vas littéralement réguler ton système nerveux. Moins d'anxiété, meilleur sommeil, plus de résilience émotionnelle. La pratique de maîtrise respiratoire, voici comment intégrer ceci dans ta vie. Matin, 5 minutes. Commence ta journée avec 5 minutes de respiration de cohérence cardiaque, avant même de checker ton phone. C'est ton rituel d'ancrage. Pendant la journée, chaque fois que tu sens une émotion forte monter, colère, stress, frustration, stop. 3 respirations profondes avant de réagir. C'est ton espace de liberté. Avant une situation stressante, utilise la respiration de boîte pendant 5 minutes. Entretien important, respire. Présentation, respire. Confrontation, respire. Le soir, 10 minutes. Termine ta journée avec la respiration 4-7-8 pour calme. Ton système. Meilleur sommeil garanti. La transformation physique-mentale. Après 30 jours de pratique respiratoire consciente, tu vas remarquer, tu réagis moins impulsivement. Il y a un espace entre le stimulus et ta réponse. Ton anxiété de base diminue. Tu es plus calme par défaut. Tu dors mieux. Ton système nerveux se régule. Tu as plus d'énergie. Ton oxygénation cellulaire s'améliore. Ta posture change. Les gens te perçoivent comme plus confiant. Tout ça simplement en respirant différemment. C'est l'outil le plus puissant et le plus accessible pour la maîtrise de soi. Toujours avec toi, toujours disponible, instantané dans ses effets. Un guerrier entraîne son corps. Un stoïcien entraîne son souffle. Car celui qui maîtrise son souffle maîtrise son esprit. Pilier 10. L'indifférence stratégique. Nous arrivons au pilier final, le plus contre-intuitif, le plus libérateur, l'indifférence stratégique. Attention, je ne parle pas de ne rien ressentir. Je ne parle pas de devenir un robot émotionnel. Je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. L'indifférence stratégique, c'est l'art de ne pas investir ton énergie émotionnelle dans ce qui ne mérite pas ton attention. Pense à ton énergie émotionnelle comme à une batterie limitée. Chaque jour, tu te réveilles avec 100%. Chaque chose à laquelle tu réagis draine cette batterie. Une notification, moins 2%. Un commentaire négatif, moins 5%. Une conversation toxique, moins 15%. Une rumination sur le passé, mince, tu es à 0%. Vidé, pas par le travail productif, mais par le drainage émotionnel de choses qui, objectivement, n'en valent pas la peine. Marc Aurèle posait cette question puissante. Est-ce que cela mérite mon attention? Pas est-ce vrai ou est-ce juste, mais est-ce que cela mérite mon attention? Parce que même si quelque chose est vrai et injuste, si tu ne peux pas le changer, pourquoi drainer ton énergie dessus? Le tri émotionnel. Divisons tout ce qui se présente à toi en 3 catégories. Catégorie 1, important et sous ton contrôle. Ta santé, tes relations clés, ton développement, ton travail, tes actions. Attention maximale, investissement total. Catégorie 2, important mais hors de ton contrôle. Les grandes injustices du monde, les décisions des autres, le passé, l'avenir lointain, acceptation paisible, action si possible, détachement du résultat. Catégorie 3, non important. Les opinions des inconnus, les dramas sur Internet, les provocations, les comparaisons,
la plupart des nouvelles urgentes. Indifférence totale, ignore complètement. Le problème? La majorité des gens investissent 80% de leur énergie dans les catégories 2 et 3, seulement 20% dans la catégorie 1. Les stoïciens inversent ce ratio. 80% de leur énergie va vers ce qui est important, contrôlable. Le reste, minimal ou zéro. Comment pratiquer l'indifférence stratégique? Pratique 1. Le test de 5 ans. Quand quelque chose te trouble, demande-toi, est-ce que cela comptera dans 5 ans? Quelqu'un t'a mal parlé? Dans 5 ans, tu as raté une opportunité? Dans 5 ans, ton post n'a pas eu beaucoup de likes? Dans 5 ans, si la réponse est non, accorde-lui l'indifférence qu'il mérite. Pratique 2. Le ratio d'investissement émotionnel. Pour chaque chose qui te demande une réaction, assigne-lui une note de 1 à 10 sur son importance réelle dans ta vie. 1 à 3 égale. Ignore complètement. 4 à 6 égale. Acknowledge, puis détache. 7 à 10. Engage pleinement. La plupart des choses sont entre 1 et 3, mais on leur donne l'attention qu'on devrait donner aux 10. Pratique 3. Le pare-feu émotionnel. Crée des règles automatiques pour ce qui ne passe plus ton filtre. Exemple, je ne réponds pas aux provocations sur Internet. Règle absolue. Je ne participe pas au gossip. Automatique. Je ne consomme pas de nouvelles anxiogènes sans action possible de ma part. Principe. Je ne m'excuse pas pour les choses que je ne contrôle pas. Standard. Ces règles deviennent tes garde-fous. Tu n'as même plus à décider dans le moment. C'est déjà décidé. Pratique 4. L'audit de drainage. Pendant une semaine, note chaque chose qui te draine émotionnellement. Tout. À la fin de la semaine, pour chaque item, demande-toi, est-ce que c'était vraiment important? Est-ce que ma réaction a changé quelque chose? Est-ce que j'ai gagné quelque chose en y réagissant? Pour 90% des items, les réponses seront non, non, non. Ces items vont maintenant sur ta liste d'indifférence permanente. L'histoire du stoïcien urbain. Il y avait un homme dans la Rome antique qui marchait dans les rues chaque jour. Les gens le reconnaissaient, certains l'insultaient, d'autres l'admiraient. Un jour, quelqu'un lui a craché dessus. Ses disciples étaient outrés. « Maître, il vous a manqué de respect. Vous n'allez rien faire ?» Il a simplement essuyé son visage et continué à marcher. Puis il a dit, « Si un âne me donne un coup de sabot, est-ce que je vais perdre mon temps à lui faire un procès ?» Ce n'était pas du mépris, c'était de l'indifférence stratégique. L'homme qui a craché n'existait même pas dans son univers émotionnel. La libération finale. Quand tu maîtrises l'indifférence stratégique, quelque chose de profond se produit. Tu ne réagis plus à 95% des provocations qui auraient ruiné ta journée avant. Tu ne perds plus de sommeil sur des choses hors de ton contrôle. Tu ne draines plus ton énergie sur des batailles sans importance. Cette énergie libérée, tu peux maintenant l'investir dans ce qui compte vraiment, tes projets, tes relations authentiques, ta croissance, ta mission. Tu deviens sélectif, intentionnel, souverain. Et voici le paradoxe magnifique. Quand tu arrêtes de réagir à tout, tu deviens infiniment plus puissant dans les choses qui comptent. L'indifférence stratégique n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse opérationnelle. Partie 5. La synthèse finale. 50 minutes, 48 minutes. L'engagement avec soi-même. Nous sommes arrivés au bout de ce voyage, mais en réalité, nous sommes au début du tien.
parce que tout ce que je viens de partager, ces 10 piliers, ces dizaines de pratiques, ces principes stoïciens, ne vaut absolument rien si tu ne passes pas à l'action. La connaissance sans application est juste du divertissement intellectuel. Tu te sentiras bien pendant quelques heures, puis tu retomberas dans tes vieilles habitudes. Je ne veux pas que ça t'arrive. Alors voici ce que je te demande. Un engagement, pas avec moi, avec toi-même. Le pacte des 90 jours. Pendant les 90 prochains jours, tu vas vivre comme un stoïcien moderne. Pas parfaitement. Personne n'est parfait, mais intentionnellement. Semaine 1 à 2. La fondation. Commence chaque jour avec 5 minutes de respiration consciente. Tiens ton journal stoïcien, une page par jour sur ce que tu as appris. Pratique le temps suspendu, 3 secondes avant chaque réaction émotionnelle. Semaine 3 à 4. L'expansion. Ajoute 15 minutes de solitude quotidienne. Fais l'audit de contrôle. Identifie ce que tu contrôles versus ce que tu ne contrôles pas. Commence à pratiquer l'acceptation radicale pour une injustice par jour. Semaine 5 à 8. L'intégration. Ajoute le journal de transmutation. Transforme chaque obstacle en opportunité. Pratique l'indifférence stratégique. Ignore consciemment ce qui ne mérite pas ton attention. Définis tes 5 valeurs fondamentales et commence à vivre selon elles. Semaine 9 à 12. La maîtrise. Toutes les pratiques précédentes deviennent naturelles. Ajoute une retraite de silence de 3 heures par semaine. Évalue ta transformation. Qui étais-tu il y a 90 jours? Qui es-tu maintenant? Les marqueurs de transformation. Comment sauras-tu que ça fonctionne? Tu verras ces signes. Signe 1. La pause naturelle. Tu ne réagis plus instantanément. Il y a automatiquement un espace entre le stimulus et ta réponse. Tu choisis tes réactions. Signe 2. La stabilité émotionnelle. Tes hauts et bas sont moins extrêmes. Tu es plus égal. Les événements extérieurs t'affectent moins. Signe 3. La clarté décisionnelle. Prendre des décisions devient plus facile. Tu sais ce qui compte pour toi. Tu n'es plus paralysé par l'indécision. Signe 4. La présence magnétique. Les gens remarquent quelque chose de différent chez toi. Ils ne peuvent pas toujours nommer quoi, mais ils le sentent. Tu dégages du calme, de la force, de la centration. Signe 5. La liberté intérieure. Tu ne cherches plus constamment la validation externe. Tu es complet en toi-même. Les opinions des autres t'informent, mais ne te définissent plus. Signe 6. L'action malgré la peur. Tu fais les choses importantes même quand tu as peur. La peur existe toujours, mais elle ne te contrôle plus. Le journal de transformation. Je veux que tu fasses quelque chose de spécial. Aujourd'hui même, avant d'aller dormir. Prends un journal vierge. Sur la première page, écris la date d'aujourd'hui et réponds à ces questions avec une honnêteté brutale. Quel est mon plus grand obstacle émotionnel actuellement? Comment est-ce que je réagis typiquement face à l'adversité? Qu'est-ce que je laisse les autres contrôler dans ma vie? Quelle est ma plus grande peur? Si je pouvais changer une seule chose dans ma manière de gérer mes émotions, ce serait quoi? Écris ces réponses. Sois précis. Sois honnête. Puis, ferme le journal et commence les 90 jours. À la fin des 90 jours, tu reviendras à ces pages et tu répondras aux mêmes questions. La différence va te stupéfier. Le message aux résistants: peut-être que pendant toute cette présentation, une partie de toi a résisté. C'est trop dur. Je n'ai pas le temps. Ça ne marchera pas pour moi. C'est facile à dire. Je comprends cette résistance. C'est ton ego qui se défend.
C'est ta zone de confort qui ne veut pas être perturbée. Mais laisse-moi te poser une question simple. Comment va ta méthode actuelle? Si ta manière actuelle de gérer tes émotions te menait vers la vie que tu veux, tu ne serais pas ici, à écouter ça jusqu'au bout. Quelque chose en toi sait que tu as besoin de ce changement. Écoute cette voix, pas celle qui résiste, celle qui aspire à plus, l'héritage stoïcien. Pense à tous ces hommes dont nous avons parlé. Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, Zénon. Ils ont vécu il y a plus de 2000 ans. Leurs corps sont depuis longtemps devenus poussière. Leurs empires se sont effondrés. Leurs civilisations ont disparu. Mais leurs enseignements, vivants, puissants, transformateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert quelque chose d'éternel. Des principes qui transcendent le temps, la culture, les circonstances. La maîtrise de soi, le contrôle émotionnel, la force intérieure. Ce n'est pas une mode. C'est la fondation de toute vie réussie, peu importe l'époque. Et maintenant, ces enseignements te sont transmis, pas comme reliques du passé, mais comme outils vivants pour ton présent. Le dernier défi. Je vais terminer avec un défi, un test de ton sérieux. Dans les 24 prochaines heures, tu vas être confronté à quelque chose qui aurait normalement déclenché une réaction émotionnelle négative. Une critique, une déception, une frustration, quelque chose. C'est garanti, parce que la vie ne s'arrête pas. Voici ton défi. Applique un seul principe que tu as appris aujourd'hui. Peut-être que c'est le temps suspendu. 3 respirations avant de réagir. Peut-être que c'est l'acceptation radicale. C'est ce qui est. Comment puis-je avancer? Peut-être que c'est l'indifférence stratégique. Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Juste un seul principe. Appliqué une seule fois dans les prochaines 24 heures. Si tu peux faire ça, tu as fait le premier pas. Et ce premier pas est tout ce qui compte pour l'instant. Parce que chaque maître était autrefois un débutant qui n'a pas abandonné au premier obstacle. La vérité finale. Voici ce que personne ne te dit sur la transformation personnelle. Ce n'est pas linéaire. Tu ne vas pas progresser chaque jour. Certains jours, tu vas régresser. Tu vas oublier. Tu vas réagir comme avant. Et c'est normal. La maîtrise n'est pas la perfection. C'est la direction. Tant que tu continues à t'orienter vers la personne que tu veux devenir, même en trébuchant, même en tombant, tu progresses. Les stoïciens avaient un concept magnifique, amor fati, l'amour du destin. Même tes erreurs, même tes échecs, même tes rechutes, tout ça fait partie du chemin. Alors, ne cherche pas la perfection, cherche la progression. 1% mieux chaque jour, c'est tout ce qu'il faut. 1% par jour égale 37 fois mieux après un an. Pense-y, l'appel final. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi cherche ce changement, cette transformation, cette maîtrise. Tu peux ignorer cet appel, retourner à tes anciennes habitudes, continuer à être ballotté par tes émotions comme une feuille dans le vent. Ou tu peux répondre. Commencer aujourd'hui. Faire le premier petit pas vers la version de toi qui ne se laisse plus déstabiliser, qui ne réagit plus impulsivement, qui reste calme dans la tempête. Cette version de toi existe déjà, quelque part dans ton potentiel. Elle attend que tu fasses le choix de devenir elle. Les stoïciens croyaient que chaque personne a en elle un démon, une étincelle divine, un potentiel de grandeur. Ton job n'est pas de créer ce potentiel, il est déjà là. Ton job est de l'actualiser, de le manifester, de devenir qui tu es vraiment destiné à être. Et cela commence maintenant.
Pas demain, pas lundi prochain, pas le 1er janvier. Maintenant. Les derniers mots. Marc Aurèle, sur son lit de mort, après une vie d'empire, de bataille, de défis immenses, a écrit une dernière chose dans son journal personnel. Tu as le pouvoir de tout supporter. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Voilà l'essence de tout ce que nous avons exploré. L'essence du stoïcisme, l'essence de la maîtrise émotionnelle. Le pouvoir n'est pas dehors, il est dedans. Les circonstances ne te contrôlent pas. Tu choisis ta réponse. Ta paix ne dépend pas du monde, elle dépend de toi. Alors, maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément, 3 fois, et fais-toi cette promesse. À partir d'aujourd'hui, je deviens maître de mes émotions. Je ne laisse plus le monde extérieur dicter mon état intérieur. Je construis ma forteresse mentale. Je m'entraîne quotidiennement. Je progresse, même lentement. Je deviens inébranlable. Dis-le à voix haute si tu peux. Ressens-le. Cette promesse est le début de tout. Le reste, c'est juste l'application quotidienne, jour après jour, choix après choix, respiration après respiration. Tu as tout ce dont tu as besoin, le savoir, les outils, les principes. Maintenant, il ne reste qu'une chose, l'action. Alors va, commence, transforme-toi. Deviens la version inébranlable de toi-même que tu es destiné à être. Et souviens-toi, chaque maître a commencé exactement où tu es maintenant. La seule différence, ils ont commencé. Alors, commence maintenant.